Et aujourd'hui, vous condamnez le terrorisme. Il y a donc un terrorisme je condamne rien du tout. Je condamne rien du tout. Le terrorisme m'intéresse. J'écris des livres là-dessus, mais je condamne rien du tout et je n'ai pas d'opinion. Je commence mon livre en disant que les terroristes qui sont de mon côté politique sont des gens très bien et ceux qui ne le sont pas, je ne les considère pas. Mais en fait, le terrorisme, c'est l'histoire seule qui peut juger. Je vais vous donner un exemple. Il existe actuellement en France un mouvement terroriste constitué par des Français qui n'acceptent pas d'avoir perdu la guerre d'Algérie. Comme De Gaulle en 1940 pour une autre guerre, ils pensent que la France n'a pas perdu une bataille, a perdu une bataille mais n'a pas perdu la guerre. Ils continuent à agir. Ils ont exécuté récemment un traître important en France. En Algérie, ils font des actions d'une audace extraordinaire. Ils ont failli descendre Boumediene le mois dernier. Eh bien, c'est l'histoire qui les jugera. Ou bien leur affaire n'aboutira à rien, ou bien elle aboutira à un retour des Français, les armes à la main en Algérie, ce qui n'est pas plus étonnant que l'État d'Israël. Donc moi, je n'ai pas à juger ou à condamner des terroristes quelconques, c'est à l'histoire de le faire. Tout de même, lorsqu'on lit votre livre, on a le sentiment que les gens d'interterror, vous ne les portez pas dans votre cœur. Je ne les porte pas dans mon cœur, mais ça ne prouve rien. Non, mais ça prouve qu'à vos yeux, il y a un terrorisme peut-être pur et un terrorisme impur. Non, absolument pas. Un terrorisme louable, un terrorisme condamnable. Absolument pas. Mais il y a des gens où je suis d'accord dans leur action politique, et des gens où je suis contre eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas valables. De toute manière, si des hommes choisissent ainsi la voie terroriste, c'est peut-être en partie pour les raisons objectives, parce qu'ils ont de bonnes raisons pour ainsi se livrer à des actions désespérées. C'est exact, mais c'est aussi pour des raisons romantiques. Réellement, c'est très beau d'être terroriste. C'est très beau. Le poète français Aragon a admirablement décrit cela. À l'aube de la violence, le rêve à la fureur du feu, entre Valréas et Valence, les jeunes gens menaient le jeu. C'est beau d'être terroriste et on comprend que ça attire. Vous en avez la nostalgie, vous? Je n'ai pas du tout la nostalgie, jamais de nostalgie, mais enfin, je comprends très bien les gens qui le font. Mais cette époque que vous avez vécue pendant la guerre, pour vous, est au fond une belle époque. À une très belle époque. Et les cas encore plus. Dit Jacques Bergier, il y a une question qu'il faut que je vous pose au terme de cet entretien. Car enfin, vous ne cessez d'affirmer, d'annoncer des choses qui, pour le moins, surprennent. Vous n'avez jamais essuyé des démentis? Si, souvent. Il m'arrive de réaliser des prédictions exactes, il m'arrive aussi de me tromper considérablement. Personne, je crois, ne peut prévoir l'avenir. Et pourtant, vous essayez de le prévoir. Et pourtant, j'essaie de le prévoir. Pourquoi, par jeu? Non, le principe scientifique, c'est que quand on a des informations, il est possible de les interpréter de façon à prévoir l'avenir. Donc, on peut essayer. Et on peut également se tromper. Et il y a des affirmations souvent audacieuses. Vous n'avez jamais connu de procès? Non, j'ai connu des menaces de mort en assez grand nombre, mais je n'ai jamais connu de procès. Un grand succès de librairie, mais qui à bien des égards constitue sinon une Bible, du moins un ouvrage de référence. Est-ce que vous avez jamais songé à expliquer le véritable phénomène que constitue le succès du Matin des magiciens? Jamais pu le comprendre. Il vous a étonné vous-même? Il m'a étonné moi-même. Je pense que le duo style de Louis Powelski est excellent, mais enfin tout de même je ne me l'explique pas. Tout ce qui est raconté dans le Matin des magiciens est vrai. Tout ce qui est raconté dans le Matin des magiciens est vrai, mais enfin c'est très loin d'être la totalité, à tel point qu'il va y avoir en Suisse
une collection qui s'appellera Le Monde Secret et qui n'aura pas moins de 25 volumes sur tous les grands mystères. C'est ça. Et tous les renseignements contenus dans le Matin des magiciens, il y en a des milliers, des centaines de milliers, c'est votre rapport à vous. Exactement. Plus exactement ceci. Après la guerre, entre autres avantages, tous les gouvernements qui ont combattu contre Hitler m'ont laissé consulter leur dossier FF. FF est une abréviation anglaise, l'expression file et forget, c'est-à-dire ranger ça dans un dossier et oublier-le. Ce sont les dossiers sur les choses qu'on ne comprend pas. Tous les gouvernements en ont, et je suis un des rares à avoir pu tous les consulter. Alors ça fait réellement énormément de renseignements. Et pourquoi ce privilège? Parce que j'ai tout de même rendu un certain nombre de services importants pendant la guerre et qu'ensuite j'avais de quoi traiter d'égal à égal avec tous les chefs de services de renseignement. Alors comme les dossiers FF ne présentent pas en réalité des problèmes de défense nationale, tout le monde m'a laissé les consulter et ils sont réellement bien étranges. Et vous avez trouvé là la matière pour le Matin des magiciens? Oui, et pour à peu près une quinzaine d'autres livres après. Alors, à travers ce livre, à travers d'autres de vos livres, vous nous faites toucher précisément du doigt ce que j'appellerais les grands mystères. Vous venez d'ailleurs d'en parler, des mystères. Ainsi, vous êtes persuadé qu'une civilisation plus importante que la nôtre a vécu avant nous. Oui, même plusieurs civilisations. Seulement, ça pose immédiatement des problèmes qui sont totalement insolubles pour le moment. C'est-à-dire le problème des intermédiaires. Par exemple, on a récemment trouvé en Égypte un miroir tracé avec des lignes extrêmement fines, à peu près 15 000 lignes par centimètre. Ça s'appelle un système de diffraction. Bon, eh bien, pour tracer quelque chose de ce genre, il faut des machines extrêmement compliquées, extrêmement délicates, et de ces machines et des machines qui les ont précédées, on ne trouve aucune trace. On ne passe pas directement de l'âge de pierre à une machine à graver les réseaux de diffraction. Il faut des inventions intermédiaires, tel fut le cas de notre civilisation, or on ne les trouve pas. Ce problème d'intermédiaire est extrêmement difficile et je n'en vois pas du tout la solution. Mais sur quoi vous fondez-vous pour dire qu'avant nous ont existé une, voire plusieurs civilisations? Sur des objets qu'on a retrouvés, qui existent, qui sont dans des musées et qui sont des objets civilisés et pourtant datés comme extrêmement anciens, comme l'objet de Kozo, qui est un oscillateur magnétique un peu comme les magnétos d'automobile, mais qui se trouve figé dans une géoïde, c'est-à-dire dans une pierre, il a au moins 1 million d'années. Et il se trouve où cet objet? Au musée Smithson. Et on n'en connaît pas l'origine. On n'en connaît pas l'origine. On l'a trouvé en Amérique et il n'y a aucune trace d'une civilisation là avec. Mais enfin, de là à conclure à l'existence d'une civilisation antérieure, le pas est grand, non? Non. Qui voulez-vous qui a fait cet objet? C'est peut-être un canular. Ce n'est pas un canular. Ce n'est pas un canular. Il a été étudié par des spécialistes, il a été daté, etc. Ce n'est pas un canular. Aucun doute n'est possible. Alors, qui est-ce qui, dans le désert américain, il y a 1 million d'années au moins, fabriquait des magnétos et faisait des oscillateurs magnétiques? J'aimerais bien le savoir. Mais sur quoi est-ce qu'on peut se fonder pour annoncer que l'objet est vieux d'1 million d'années? Eh bien, c'est à l'origine, il était pris dans une géoïde, c'est-à-dire dans une masse de cristaux. Heureusement, les gens qui l'ont trouvé ont eu l'intelligence de prendre des photos rayons X d'abord, de doser, de faire des coupes. Eh bien, cet objet a été pris dans des cristaux il y a au moins 1 million d'années. Est-ce un objet de métal, enfin, ou constituant un oscillateur magnétique? Et il y a d'autres objets, d'autres preuves? Il y en a des masses. Par exemple?
des piles électriques à Bagdad, les miroirs dont je parlais, des circuits imprimés qu'on a trouvés en Égypte. Enfin, il y en a des centaines. Enfin, tout ceci ressemble curieusement à des objets que nous connaissons nous aussi. Donc ces civilisations n'étaient pas très différentes de la nôtre. Ah non, c'est autre chose. Nous ne sommes capables de reconnaître que ce que nous connaissons. Ce que nous ne connaissons pas, nous sommes totalement incapables de le reconnaître. Alors, à mesure que nous avançons, nos idées s'élargissent. Par exemple, qu'est-ce qu'un circuit imprimé? C'est un dispositif où on a imprimé sur du plastique, avec une encre conductrice et des encres isolantes, des circuits électriques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire alors que des lignes sur parchemin tracées avec de l'encre peuvent être un oscillateur électromagnétique ou une arme. Les archéologues il y a 50 ans n'auraient jamais y pensé. Alors, il doit y avoir partout dans les musées de l'appareillage extrêmement avancé qu'on place dans les objets de culte ou dans les divers. Je sais qu'au Smithsonian que je connais, il y en a des caisses pleines couvertes de poussière d'objets absolument non classifiables par nous. Et ces civilisations étaient, dites-vous, supérieures à la nôtre? Semble-t-il. Supérieures à quel point de vue? Technologique. C'est technologique. Seulement, où sont-elles passées? Comment se fait-il qu'on ne trouve pas d'intermédiaire? Ça pose un problème. Vous avez en Suisse un homme qui a énormément réussi, qui s'appelle Erich von Däniken, qui a lancé la thèse que ces civilisations ne sont pas faites sur Terre et qu'elles sont venues de l'extérieur, ce qui explique évidemment pourquoi on ne trouve pas de traces. Si des gens viennent de l'extérieur et déposent un objet et repartent, eh bien on ne trouve pas sur Terre la trace des appareils qui ont conduit à cet objet. Ce sont donc des êtres qui seraient venus d'ailleurs, qui auraient passé ici, qui auraient pris quelques vacances sur la Terre et qui seraient repartis. Oui, c'est une hypothèse, mais il n'y en a aucune preuve non plus. Et vous-même, votre conviction penche de quel côté? D'aucuns. Je pense que c'est un problème qui pour le moment n'est pas résolu et qu'on n'entrevoit aucune espèce de solution. Comme je l'ai dit le matin des magiciens, il faudrait un Darwin ou un Einstein, ce que je ne suis pas. Et puis alors, ce que vous appelez les empereurs immortels. Oui, alors là c'est une histoire assez étonnante. Il semble qu'il y ait eu en Chine un certain nombre d'empereurs qui étaient immortels et qui étaient immortels parce qu'ils avalaient de l'or sous une forme liquide. Ça a conduit à la découverte de l'alchimie lorsqu'on a cherché à redécouvrir ces secrets, mais c'est tout de même assez curieux. Et il y a aussi d'autres êtres dont vous parlez, ce sont les mutants. Autant que ce soit des êtres. Alors là, on est sur un terrain plus sûr parce qu'il y a tout de même constamment des cas de surdoués ou de mutants qui naissent dans l'espèce humaine et qu'on peut étudier. Certains même écrivent leur mémoire, comme le professeur Norbert Wiener, qui a écrit 2 livres très étonnants, Ex-prodige, je suis mathématicien. Alors là, réellement, on peut étudier le phénomène. Alors les mutants, ce sont au fond des hommes surhommes. Oui, précisons. Ce sont des hommes et des femmes faits comme nous à l'extérieur et faits comme nous à l'intérieur. La seule différence, c'est qu'ils utilisent mieux les éléments. Nous utilisons environ 10% de notre cerveau. Les mutants, on n'a pas mesuré, mais on peut imaginer qu'ils utilisent par exemple 25% de leur cerveau. Vous laissez entendre que l'ensemble sidéral a été mis en place par des volontés avec V majuscule. Ça en a l'air. Ça en a l'air. Il y a un certain nombre de phénomènes dans l'espace qui sont inexplicables par les lois naturelles et qui ont l'air d'être une intervention, ce qu'on appelle les miracles cosmiques. Il y a par exemple une par un jeu de flammes qui dévore 30 millions de soleils par seconde.
Alors, ce que c'est, on ne sait pas. Il y a mon ami Arthur Clarke qui a dit, probablement pour se moquer, que c'est un soldat inconnu de l'espace. Et en effet, on peut penser à une espèce de super cérémonie religieuse ou à quelque chose dont nous n'avons pas la moindre idée, ou simplement à des êtres qui, il y a des milliards d'années, ont décidé que l'univers serait, que l'intelligence existe dans leur galaxie. Et ce sont des êtres, pour faire quelque chose de ce genre, on peut vaguement imaginer comment c'est faisable, mais ils nous sont supérieurs comme nous le sommes au grand virus. Mais ça vous arrange un peu de croire... Ça m'arrange rien du tout, mais enfin l'univers est comme il est. Et pourtant, vous ne croyez pas aux soucoupes volantes? Ah non, parce que ça, il a été complètement démontré que c'est une escroquerie. Il faudrait être aveugle pour ne pas admettre que c'est une escroquerie, étant donné que ça a été démontré. Les photos, quand on les agrandit, on voit que c'est un couvercle de poubelle avec 3 balles de tennis collées. Tous les témoins mentent, ça c'est bien établi. Et même que je ne crois pas aux ectoplasmes, que je ne crois pas à la radiesthésie, que je ne crois pas à l'astrologie. Cela n'empêche pas que dans l'univers, il paraît bien y avoir des intelligences très supérieures à nous-mêmes. Qui vivent déjà à l'heure actuelle, qui vivent encore à l'heure actuelle. Qui vivaient dans le passé. N'oubliez pas que nous ne voyons pas l'univers, la lumière se propage à une vitesse finie, nous voyons quelque chose qui s'est passé il y a des milliards d'années. Alors on peut dire qu'il y a des milliards d'années, il y avait dans certaines galaxies, dans certains systèmes galactiques, des intelligences supérieures. C'est qu'ils sont devenus maintenant à notre échelle, on n'en sait rien. On a tendance à croire actuellement que les civilisations sont mortelles et que même leur durée de vie est assez faible, quelque chose comme 10 000 de nos années. Alors les gens qui existaient à 36 milliards d'années, il y a longtemps qu'ils sont morts. Et à l'instant même, on peut savoir... Il n'y a pas d'instant même, il n'y a pas de simultanéité. C'est ce qu'Einstein a montré en 1905 et que toute la science confirme depuis. Il n'y a pas on ne peut pas parler de simultanéité à des endroits bien distants dans l'espace. Qu'appelez-vous les portes induites, Jacques Bergier? Eh bien, c'est une expression du grand écrivain américain H.P. Lovecraft. Ce sont, semble-t-il, des portes, enfin des endroits dont on peut passer dans notre univers de notre univers à d'autres univers, et ces endroits, ces portes, paraissent avoir été créées artificiellement. Alors ces portes, elles se trouvent où? Il y en a en Amérique, il semble y en avoir une dans le fameux triangle de Bermude, il y en a une dans la mer du Japon, enfin il y en a un certain nombre. La gravitation y a changé et il y a toutes sortes de phénomènes bizarres. On y voit également des visions, des villes et d'endroits qui n'existent pas sur cette terre et qui sont photographiables. Il y a des photos? Il y a des photos. Les scientifiques américains en ont publié récemment. Vous en avez vu vous-même? Oui, c'est le scientifique américain, qui est une revue qu'on peut acheter au kiosque, en a publié récemment. Enfin, ça doit pouvoir être analysé de tels phénomènes, non? Il me semble qu'avec le développement de la science moderne... Analyser comment? Analyser comment? C'est-à-dire qu'évidemment, on fait des théories, notamment la théorie des Sarfati, d'après laquelle nécessairement tous les univers parallèles doivent exister. Par exemple, vous pouvez sortir de cette pièce par la porte derrière, mais également par celle-ci. C'est un effet de votre libre arbitre de choisir la porte par laquelle vous sortirez. Eh bien, d'après la théorie de Sarfati, il y a un autre univers où vous êtes sorti par la porte que vous n'avez pas prise. Il y a donc une infinité d'univers, tous différents du nôtre. Et ces univers seraient accessibles. Mais enfin, entre les équations disant cela et la vérification expérimentale, il peut y avoir une très grande distance. Jacques Bergier, je poursuis l'inventaire de ce qu'on appelle les grands mystères. Vous croyez aux sociétés secrètes? Ah bah ça, il est certain qu'il en existe. Il est certain qu'il en existe.
Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse y rentrer. J'ai posé 2 fois ma candidature dans des sociétés secrètes. Les 2 fois, j'ai été refoulé pour moralité insuffisante. Qu'est-ce qu'on reprochait à votre moralité? Ah, ça, je ne sais pas. Mais enfin, elle était insuffisante pour y rentrer. On a quelques éléments historiques, pour les historiens romains en particulier. Il y avait une société secrète à Rome dont le but était de protéger les noms secrets de Rome. Rome ne s'appelait pas en réalité Rome, elle avait un nom secret. C'est parce que les Romains avaient su le nom secret de Carthage qu'ils ont pu détruire Carthage. Et cette société exécutait qui que ce soit, qu'il soit empereur ou simple esclave, qui voulait révéler le nom secret de Rome. Ce qui fait qu'encore maintenant, nous ne connaissons pas le nom de Rome. Mais qu'est-ce que le nom de Rome a à voir? Eh bien, le nom de Rome permettait par une certaine magie d'agir contre Rome. C'est de la magie, ça. C'est de la magie, oui. Parlez-moi du groupe Thulé. Eh bien, le groupe Thulé, qui était le groupe derrière l'hitlérisme, était un organisme allemand basé sur des documents très intéressants et sur une ancienne civilisation, celle des Thulé au-delà du Groenland. Et alors, quel rapport avec le nazisme? Eh bien, des pouvoirs descendants de cette civilisation et qui ont été donnés à un certain nombre de nazis comme Hitler, comme l'a montré Hermann Rauschning, qui a assisté à la cérémonie dans ses entretiens avec Hitler. Eh bien, ces pouvoirs permettaient une certaine action qui autrement n'aurait pas été possible. Disons, pour simplifier, qu'ils avaient fait un pacte avec le diable. C'est simplifié grossièrement, mais enfin... En quoi est-ce qu'ils avaient fait un pacte avec le diable? Eh bien, ils ont obtenu certains pouvoirs. Hitler, par exemple, arrivait à persuader n'importe qui. On a là-dessus des témoignages des gens qui étaient venus voir Hitler et qui ont été persuadés alors qu'ils le détestaient profondément et qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui. Il avait le pouvoir d'entraîner les foules. Il avait le pouvoir d'échapper à des attentats. Il avait le pouvoir de prévoir au moins partiellement l'avenir. Ça a mal fini, mais enfin, tout de même, ça a rendu une grande aventure possible. Grande, entre guillemets. Pas entre guillemets, vous savez, un groupuscule d'une quinzaine de personnes qui finit par conquérir l'Europe et dont le drapeau flotte sur la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, c'est tout de même assez grand. Tout votre tableau, Jacques Bergier, d'un fantastique extérieur, d'un fantastique intérieur, finalement, ne laisse pas beaucoup de place pour l'existence de Dieu. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Peu de gens à notre époque ont réfléchi à l'existence de Dieu dans l'univers où nous sommes. Je n'en connais qu'un, le grand écrivain anglais Olaf Stapledon, qui a réussi à condenser toutes les interrogations de l'humanité en une seule. Il a dit, nous ne pouvons pas savoir si la meilleure place pour l'amour est sur la croix ou sur le trône. Enfin, à votre manière, votre fantastique relève de la foi, relève d'une forme de religion. Non, il relève de la science simplement. La science a montré que le monde tel que nous entoure n'existe pas en réalité. Par exemple, cette chaise sur laquelle vous êtes assis n'existe pas en réalité. C'est un ensemble d'ondes, de vibrations stationnaires et ainsi de suite, mais ce n'est pas du tout ce qu'elle paraît. Alors on peut penser que c'est vrai également en psychologie, que c'est vrai également en sociologie. C'est la thèse du matin des magiciens. Et c'est une thèse essentiellement scientifique et qui se confirme de plus en plus. En Union soviétique, le matin des magiciens est une lecture obligatoire. Est-ce qu'il y a un au-delà, dans le sens où on l'entend habituellement? Je n'en sais rien. Et cela ne figure pas parmi les grands mystères, au-delà. C'est autre chose. Oui, mais vous évacuez un peu les questions en disant c'est autre chose, non? Non, c'est autre chose. Les mystères, c'est quelque chose de caché.
L'au-delà, c'est quelque chose qui est présent. Les mystères, c'est quelque chose qui est réservé à un certain nombre de gens. L'au-delà, c'est ce qui est pour tout le monde. Une des grandes religions chrétiennes s'appelle catholique, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde, catholicos. C'est donc quelque chose d'absolument opposé. Mysticisme et mystère sont deux choses extrêmement différentes. Une chose, et alors, justement, la religion, le mysticisme, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, qu'il soit islamique, qu'il soit bouddhiste, pour citer les grandes religions, n'a aucun mystère. Ce n'est pas caché. Vous pouvez acheter un catéchisme, vous pouvez aller quand vous voulez à la messe. Tout le monde peut entrer dans une église, ce n'est donc pas un mystère, ce n'est pas caché. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas un miracle. Je connais des catholiques extrêmement éminents, des hommes de très bonne foi, qui disent par exemple qu'au moment de la messe, du pain se transforme en sang du Christ. Pour eux, c'est aussi réel que le fait que le courant électrique se transforme en lumière. Ce n'est pas du tout des imbéciles ou des superstitieux. Seulement, c'est absolument opposé à un mystère parce que ce n'est pas caché. Tout le monde peut rentrer dans une église ou dans une synagogue ou dans certaines conditions, c'est des chaussées, etc., dans une mosquée. Tout le monde peut lire la Bible, tout le monde peut lire le Coran. Il n'y a pas de mystère dans la religion, c'est ouvert, c'est destiné à tout le monde, catholicos. C'est donc quelque chose d'absolument différent des mystères. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas important, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est autre chose. C'est en pleine lumière, rien n'est caché. Dans la religion chrétienne, par exemple, rien n'est caché. Vous pouvez acheter un catéchisme, vous pouvez le lire. Une chose m'a frappé, dans le fantastique, au fond, il n'y a pas de place pour la mort, semble-t-il. Oui, si on veut, certains des grands écrivains fantastiques étaient obsédés par la mort, mais il faut reconnaître, par exemple, que la religion juive que je connais très bien, que je pratique, ne laisse aucune place à une vie quelconque après la mort. Elle est formée là-dessus, les morts ne te connaissent plus, et ne te prient plus au Seigneur, a écrit Salomon. Elle ne laisse aucun espoir, elle ne laisse aucune vie après la mort. La religion catholique considère la nécromancie, c'est-à-dire toute tentative pour communiquer avec les morts, comme un péché très grave, et pour eux, dans les séances spirites, ce n'est pas les morts qui se manifestent, mais les diables. Bref, en effet, la plupart des religions ne croient à aucune espèce de survie après la mort. Aucune. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Votre fantastique, votre sens du fantastique, malgré tout, paraît ressembler à une forme de religion, ou à tout le moins, il paraît, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Mon sens du fantastique est simplement basé sur la simple constatation qu'autour de nous sur Terre, il y a des formes de vie très différentes. Entre les virus filtrants et vous, il y a une différence considérable d'organisation. Eh bien, dans le grand univers et les très grands, il s'étend des dizaines de milliards d'années-lumière, il peut y avoir des êtres encore plus organisés que vous l'êtes par rapport au virus, c'est tout. C'est de la science, et tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Jacques Bergier, vous êtes un scientifique de formation. Oui, et même membre de nombreuses académies des sciences, dont l'Académie des sciences de New York, l'Académie des sciences sibériennes. Et pourtant, vous n'aimez pas être pris au sérieux. Non. Je trouve que les gens tiennent beaucoup à être pris au sérieux et que c'est assez ridicule. Mais c'est pas un peu antinomique, ça, être scientifique et ne pas aimer être pris au sérieux? Les vrais scientifiques n'aiment pas être pris au sérieux. J'ai d'ailleurs écrit un recueil d'histoires qui sont arrivées ou qui ont été causées par de vrais scientifiques, qui est paru chez Fayard, qui s'appelle « Rire avec les savants ». Donc il y a une chose que vous prenez, vous, au sérieux, c'est la science-fiction, non?
C'est exactement, oui, c'est exact. Il est difficile de définir la science-fiction, mais à mon avis, c'est le contraire de la littérature. La littérature est faite par des ratés pour des ratés. La science-fiction, par contre, décrit des réussites. Et quand on contrôle les lois naturelles, et quand on s'en sert, on peut avoir des réussites extraordinaires. On peut jeter une bombe atomique sur le Japon et finir la plus grande guerre qu'il y a jamais eu. On peut aller dans la Lune. Alors la science-fiction raconte des histoires de ce genre, quelquefois un peu en avance, quelquefois un peu en retard. Mais la science-fiction, c'est là, je pense, sa définition, défend l'idée que des faits existent, que les lois naturelles n'arrivent pas à expliquer. Ah non. Non, ça c'est notre domaine littéraire, le réalisme fantastique. L'expression est du belge Frans Helens et je l'ai beaucoup utilisé. Le matin des magiciens s'appelle Introduction au réalisme fantastique. C'est une conception discutable d'ailleurs, disant que la science est fatalement limitée et qu'un certain nombre de faits n'y peuvent pas rentrer. La science-fiction, c'est autre chose. Elle se tient, enfin, quand elle est bonne, rigoureusement aux faits scientifiques, seulement quelquefois elle anticipe. Elle fait preuve d'imagination. Non, absolument pas. En science-fiction, aucune imagination n'est permise. Ce qu'il faut, c'est de connaître ce qui se passe dans le laboratoire et de décrire ce qui se passera quand ce qu'on voit dans le laboratoire passera dans la réalité. Le meilleur exemple, c'est le livre de Wells, le monde libéré. En 1913, il avait vu chez Rutherford et Soddy le premier expert des intégrations atomiques et il a imaginé ce que ça donnerait, l'énergie atomique, la bombe atomique. Mais enfin, tout ceci suppose malgré tout une faculté d'imagination ou à tout le moins de projection sur l'avenir. Non. Non, ça suppose simplement d'aller au laboratoire et de bavarder avec les savants. Madame Marie Curie, dont j'ai été l'élève, organisait des thés dans le WC de laboratoire, et au thé de Madame Curie, il y avait des écrivains de science-fiction, Wells, déjà mentionné, André Maurois, Jules Romain, J.H. Rognier. Ils écoutaient, ils notaient et ils l'utilisaient dans leurs livres. Mais le paranormal, cela relève de la science-fiction aussi? Eh bien, ça se discute. Beaucoup de gens disent que le paranormal n'existe pas et que par conséquent c'est du fantastique. D'autres disent que le paranormal existe et que la science-fiction l'extrapole, qu'il relève donc de la science-fiction. La preuve pour le moment n'est pas faite. Enfin, peu importe ces disputes de spécialistes. Prenons un exemple. Vous croyez-vous à la transmission de pensée? Je l'ai constaté moi-même, je l'ai vérifié pendant des années, ça existe certainement. Cependant, je n'ai pas été capable de détecter la moindre émission de radiation, donc je ne sais pas comment ça marche. J'ai actuellement d'excellents sujets, une mère et une fille, la fille de 9 ans, qui transmettent la pensée entre elles à une distance de 80 km sous des conditions d'un contrôle complet. Il n'y a aucune fraude possible, seulement il n'arrive pas, je n'arrive à détecter aucune radiation. La petite fille qui a 9 ans, qui est très intelligente, m'a fait une remarque qui m'a beaucoup plu. La télépathie, m'a-t-elle dit, je la pratique avec mes camarades de classe, mais l'orthographe ne passe pas. Je considère ça comme très important, c'est-à-dire qu'elle transmet non pas ce qu'elle voit, mais des idées. L'orthographe ne passe pas. Dans le même ordre d'idée, on peut relever que vous croyez à l'alchimie, non? Ah ça, non. J'ai fait des expériences d'alchimie qui sont parfaitement convaincantes. Oui, et j'aimerais vous citer, si vous permettez que je vous interrompe, j'aimerais vous citer. Vous dites, j'ai dans ma collection un flacon d'élixir de longue vie réalisé par un alchimiste appelé Armand Barbeau. C'est exact. Seulement, je dois ajouter une chose qui s'est produite depuis, c'est que j'ai téléphoné pour savoir ce qu'il devenait, il est mort. C'est embêtant pour quelqu'un qui faisait un élixir de longue vie. Et vous-même, vous y avez goûté à cet élixir? J'y ai goûté, surtout j'en ai fait l'analyse, c'est réellement très curieux. C'est de l'or, d'ailleurs il le faisait à partir de l'or qu'il achetait au comptoir de métaux précieux, mais c'est de l'or dans une forme que la chimie ne connaissait pas, ce qu'on appelle un chélate.
Alors racontez-moi, vous avez fait des expériences d'alchimie. J'avais fait une théorie générale de l'expérience alchimique qui a été reprise par l'Académie des sciences tchèques. Ils ont fabriqué les produits catalyseurs nécessaires, c'est que les alchimistes appellent les pierres philosophales. Ils me l'ont envoyé et j'ai refait les expériences. Notamment, j'ai transformé le sodium du sel de cuisine ordinaire en métal rare beryllium. Et au bout de 6 mois d'expérience de ces gens, brusquement, j'ai sauté au plafond, j'ai compris ce que je venais de faire. Le beryllium est le constituant fondamental de l'émeraude. Et le document fondamental de l'alchimie s'appelle la table d'émeraude. Pendant 3000 ans, on s'est demandé ce que la table d'émeraude veut dire. Maintenant, je le sais, ça veut dire que le sodium peut être transformé en beryllium. Et cela explique également comment les Égyptiens avaient des casques en bronze de beryllium. Enfin, si vous pouvez comme ça transformer du sel de cuisine en un métal précieux et rare, Jacques Berger, vous devriez être multimilliardaire aujourd'hui, non? C'est pas industriel, et d'ailleurs on le fait couramment. Mais alors c'est de la chimie. Non, c'est de l'alchimie. On le fait couramment. Nous savons dire maintenant comment l'alchimie marche. Ça vient de ce que, d'après la théorie de la mécanique ondulatoire, un objet ne peut pas être exactement localisé dans l'espace, ce qui fait que les électrons extérieurs à l'atome sont également dans le noyau. Ce qui fait que par des moyens chimiques, on peut transformer le noyau, ce que la science a obstinément nié jusqu'aux découvertes d'un Allemand appelé Meßbauer, qui a eu pour cela le prix Nobel. Mais par exemple, vous pouvez fabriquer de l'or? Je peux fabriquer de l'or, c'est pas rentable. Pourquoi? Parce qu'il est plus simple de le trouver dans la nature. Ça demande trop de travail. Ça demande trop de travail, ça coûte trop cher. Mais enfin, on fabrique par contre les éléments que la nature ne nous donne pas. On fabrique le plutonium et on fabrique toute une série d'éléments au-delà du plutonium, plus lourds que le plutonium, le dernier en date étant le gamma-gormium. Dites-moi, on parlait tout à l'heure d'un élixir de longue vie. C'est un des buts d'ailleurs de recherche de l'alchimie, des alchimistes. Alors si de tels élixirs existent, on peut penser qu'il y a parmi nous des immortels? C'est très probable. Un jeune conseiller qui est un alchimiste français dit en avoir rencontré. C'est assez probable. Il faut se dire ceci. Les empreintes digitales ne sont introduites que depuis un siècle à peu près. Avant les empreintes digitales, eh bien, il n'y a aucun moyen de démontrer que quelqu'un qui vivait au XIIIe siècle vit encore au XXe, puisqu'on n'a pas les empreintes digitales qu'il avait au XIIIe. Alors il y a tout de même des choses. Par exemple, Roger Boscovich, qui était un homme extraordinaire du XVIIIe siècle, eh bien, j'ai vu sa signature. Il signait RB, il a en particulier signé un livre qu'il a offert à la place, un autre livre qu'il a offert à Voltaire, il signait RB, Ruggiero Boscovich. Et c'est exactement, je l'ai fait examiner par des graphologues, la signature de Roger Bacon, qu'il vivait 5 siècles avant. Ah, vous croyez que c'est la même personne? C'est probable, seulement comme je n'ai ni les empreintes digitales, ni de l'un ni de l'autre, je ne peux pas le prouver. Mais je pense qu'avec les ordinateurs qui s'introduisent partout, avec les empreintes digitales, avec toutes sortes de contrôles de police qui se répandent en ce moment, eh bien on s'apercevra un jour que quelqu'un qui vivait au XVIIIe siècle ou qui vivait même au Xe siècle vit encore parmi nous. Vous en avez déjà rencontré, vous, des Non, ou si j'en ai rencontré, je ne le sais pas. Parce qu'ils ne s'annoncent jamais, au fond, les monseigneurs. Non, pourquoi au lieu qu'ils s'annoncent? Ah, ben parce que peut-être qu'ils auraient des choses intéressantes à nous raconter, non? Mais ils ont probablement des choses à nous raconter, ils ont dû écrire et signer des livres dont on ne sait pas l'auteur. Cela dit, science-fiction pour science-fiction, Jacques Berger, avons-nous atteint dans ce domaine-là une sorte de plafond? Ou peut-on imaginer des inventions aussi révolutionnaires que l'énergie atomique, la TSF? Je crois que nous n'en sommes qu'au début. Nous n'en sommes qu'au début. Il y aura certainement des inventions beaucoup plus sensationnelles encore. Alors qu'est-ce qu'elle nous annonce, la science-fiction, pour demain?
La science-fiction n'annonce rien, c'est pas son rôle. Mais enfin, la science expérimentale, annonce par exemple l'antigravitation. C'est-à-dire? C'est-à-dire ceci. Voilà un objet, pour le propulser normalement, il faut que j'y applique une force, ou que j'éjecte à partir de l'objet une partie de sa masse, ce qu'on appelle les fusées, et c'est limité. Mais actuellement, il y a des expériences en cours auxquelles je participe, où l'objet avance dans une direction et un certain nombre d'atomes à l'intérieur de l'objet reculent de la direction opposée. C'est donc la propulsion dans n'importe quelle direction contre la gravitation et sans masse de réaction. Au fond, avec l'antigravitation, on aura résolu le problème de l'énergie, non? Non, ce n'est pas le problème de l'énergie, le problème de la réaction. Précisons, vous avez certainement déjà vu des gymnases où on entraîne ses muscles. Vous rentrez dans un gymnase, il y a suspendu du plafond une corde à nœuds et vous pouvez grimper le long de cette corde à nœuds. Vous avez donc assez d'énergie pour vous déplacer. Le problème, c'est d'avoir quelque chose qui fasse la réaction. C'est-à-dire qu'avec un appareil antigravitation et l'énergie que vous avez déjà en vous, celle que vous utilisez en montant un escalier, en grimpant une corde à nœuds, vous pourriez aller dans la Lune. Uniquement avec l'énergie que vous avez déjà. C'est pas une question d'énergie, c'est une question de réaction. Mais le problème de l'énergie est un des grands problèmes de notre civilisation. Non, il est totalement résolu. Par quoi? Par l'énergie produite dans l'espace, elle est transmise sur Terre par radio. C'est ce que les Russes sont en train d'essayer dans sa lutte, c'est ce que les Russes et les Américains ont essayé ensemble. C'est un problème résolu. Un pays comme la France peut par exemple être alimenté gratuitement et sans pollution en énergie avec une antenne réceptrice d'1 km². Or, une surface d'1 km² non utilisée, il y en a en France. Alors qu'est-ce qu'on attend pour mettre tout ceci en place? On n'attend rien, c'est en cours, on travaille. Des hommes sont en ce moment d'essayer des appareils de ce genre dans Salyut 6, qui est une station soviétique, et ils viennent de recevoir leur courrier qui leur a été apporté de Moscou par un robot automatique, le dispositif Progress 2. Alors cette énergie, elle est fabriquée par quoi? Par le Soleil. Le Soleil est encore bon pour 25 milliards d'années, et il envoie de l'énergie. La Terre est une toute petite planète, elle n'intercepte qu'une partie de l'énergie solaire minuscule, moins d'1 milliardième. Mais dans l'espace, il n'y a qu'à se placer n'importe où, on reçoit de l'énergie à peu près une puissance de 4 kW par mètre carré. Cette énergie peut être retransmise sur Terre par TSF et distribuée. C'est en cours, on s'en occupe. C'est pas la science-fiction? Ah non, non, non. Ça n'a pas été même prévu par la science-fiction d'ailleurs. Je le disais au début de notre émission, Jacques Vergier, et vous le disiez vous-même, que vous n'aimez pas être pris au sérieux. Alors l'ennui avec vous, c'est qu'on ne sait jamais très bien si on ne tombe pas dans un de vos pièges favoris, car il est bon de le dire, vous êtes non seulement le pape de l'étrange, comme l'a écrit je ne sais plus qui, mais également le pape du canular. Bah oui, discuter avec moi exige un peu d'intelligence, mais j'arrive à trouver la preuve des interlocuteurs intelligents, non? Oh, vous êtes flatteur. Mais